Un pauvre étudiant noir accepte un mariage inattendu avec un millionnaire de 75 ans pour sauver sa famille, mais 7 jours plus tard, il apprend quelque chose qui changera sa vie à jamais. Malik, étudiant en 3e année de sociologie à l'Université de Paris, traverse une période difficile. Depuis la mort de son père, il doit jongler entre ses études et la prise en charge de sa famille. Sa mère, diabétique et souffrant de douleurs chroniques, a du mal à subvenir à ses besoins. Sa sœur cadette, enceinte de son premier enfant, ne peut pas trouver un emploi stable. C'est une pression constante qui pèse sur ses épaules, et malgré ses efforts pour obtenir un stage, les portes restent fermées. Il se sent au bord de l'épuisement. Un soir, il reçoit une invitation à un gala de charité. Il ne comprend pas bien pourquoi il a été invité, mais il pense que c'est une occasion de réseauter et de trouver des opportunités professionnelles. C'est là qu'il rencontre Madame Lemoine. Elle est plus âgée que la plupart des invités, mais sa prestance et son élégance naturelle sont indéniables. C'est une femme d'une 50aine d'années, mais son visage est marqué par les années de solitude, de décisions difficiles et de secrets non révélés. Elle le repère immédiatement, alors qu'il se tient dans un coin sombre de la salle, un peu à l'écart des autres invités. Elle le regarde d'un air curieux, presque bienveillant, et l'invite à discuter. Après quelques minutes de conversation anodine, Malik se rend compte qu'elle connaît des détails de sa vie qu'il n'a jamais partagés avec quiconque. Elle lui parle de sa situation familiale avec une précision étonnante, comme si elle avait observé sa vie à travers une lentille invisible. Cela le perturbe, mais aussi le fascine. Madame Lemoine lui parle des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie, et il y a une empathie dans ses mots qui le touchent profondément. Mais plus encore, elle mentionne sa propre solitude et le vide qui habite sa vie. Elle semble avoir tout ce qu'elle pourrait souhaiter, mais elle est néanmoins perdue. Elle mentionne que la famille, les relations humaines, sont les véritables trésors que l'on ne peut acheter. Avant de se quitter, elle lui glisse une proposition surprenante, un mariage de convenance. Elle lui explique qu'elle est prête à lui offrir une somme considérable pour l'aider à résoudre les problèmes de sa famille, mais à une condition, qu'il accepte de l'épouser. C'est une proposition choc, mais Malik, dans son état de désespoir, se sent obligé d'écouter davantage. Quelques jours après leur rencontre, Madame Lemoine contacte Malik et le convie dans son appartement luxueux, situé dans le quartier huppé de Paris. Elle le reçoit dans un salon vaste, décoré avec un goût irréprochable, mais qui dégage une atmosphère froide et stérile. Elle lui offre un thé, et la conversation prend un tournant sérieux. Elle lui explique qu'elle a un héritage très précieux, mais qu'il est menacé par une série de créanciers et de démarches juridiques qui risquent de le rendre inaccessible. Elle a besoin de quelqu'un pour protéger son bien, et elle a observé Malik pour sa pureté, son honnêteté et son côté authentique. Elle lui propose un mariage formel, sans engagement amoureux, mais avec une compensation financière pour lui et sa famille. En retour, il n'a qu'à l'épouser pendant 1 an, et, au bout de cette année, elle lui cédera une partie de son héritage. L'offre est tentante, Malik pourrait résoudre les problèmes financiers de sa mère, de sa sœur, et même commencer une carrière sans souci d'argent. Mais il ne peut pas se débarrasser du malaise que cette proposition suscite en lui. S'il accepte, il vendra une partie de son âme pour une richesse dont il n'a jamais rêvé. Mais la pression est immense. Au début, il refuse, pensant que c'est une manipulation, mais Madame Lemoine insiste. Elle lui raconte qu'elle est elle-même la cible de personnes malveillantes qui veulent sa fortune, et que son mariage avec lui serait un rempart contre ces menaces. Elle lui garantit qu'il n'aura rien à faire, à part être là. Le mariage est presque une formalité, et il pourrait changer sa vie de manière irréversible. Après plusieurs jours d'hésitation, Malik accepte l'offre. Il réfléchit à la souffrance de sa famille, aux dettes qui s'accumulent et à la promesse d'un avenir sans inquiétude financière. Mais dès qu'il signe les documents légaux, il se rend compte qu'il a franchi une ligne qu'il ne pourra jamais traverser. Le mariage, bien qu'absurde, est maintenant une réalité. Le jour du mariage, une cérémonie discrète se déroule dans une petite chapelle privée. Il n'y a pas de fanfare ni de réception somptueuse, juste quelques témoins choisis par Madame Lemoine, des avocats et des amis proches. Malik se sent étranger dans cette salle. Madame Lemoine porte une robe simple mais élégante, et elle semble presque détachée de la situation. Elle ne montre aucune émotion particulière, ni de joie, ni de tristesse,
ce qui conforte Malik dans l'idée que ce mariage est une simple transaction, sans aucune implication sentimentale. Le soir, ils partagent un dîner où ils échangent des politesses. Malik commence à se rendre compte que ce mariage est beaucoup plus lourd qu'il ne le pensait. Madame Lemoine ne lui accorde que des sourires glacés, comme si elle attendait de lui quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. Elle lui parle peu de sa vie, mais mentionne à plusieurs reprises qu'elle a toujours cherché quelqu'un pour combler un vide dans sa vie, sans jamais y parvenir. La solitude de cette femme âgée le touche, mais il ne peut s'empêcher de se demander si tout cela ne cache pas quelque chose de bien plus sombre. Les jours suivants, Malik commence à vivre dans le manoir de Madame Lemoine. C'est une grande maison isolée du reste de la ville, qui semble presque figée dans le temps. L'atmosphère est lourde, marquée par les années de richesse accumulées, mais aussi par l'absence d'âme. Chaque pièce est soigneusement décorée, mais aucune ne semble vivante. C'est un endroit où le passé pèse comme un fardeau. Malik s'installe dans une chambre luxueuse, bien plus confortable que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Pourtant, il se sent étranger dans ce lieu. Il n'a pas l'habitude de ce luxe, de cette opulence, et il ressent presque de la culpabilité à vivre dans ce cadre somptueux, alors que sa famille reste dans une situation précaire. Madame Lemoine continue à vivre sa vie, aussi mystérieuse que distante. Elle lui parle peu, mais ses gestes sont pleins de subtilité. Parfois, elle l'observe longuement, comme si elle cherchait à le sonder. Elle lui parle de son passé, mais toujours de manière évasive. Elle lui dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant, que son mari décédé était un homme d'affaires puissant, mais qu'il a disparu dans des circonstances mystérieuses. À chaque fois qu'elle évoque ce sujet, son regard se voile d'une tristesse profonde. Malik, au fil des jours, commence à poser des questions. Il essaie de comprendre qui était ce mari, pourquoi il a disparu et pourquoi Madame Lemoine semble éviter de parler de cette époque. Il se rend compte qu'elle a des secrets. Et plus il s'enfonce dans les méandres de la maison, plus il découvre des indices qui laissent entendre que la disparition de son mari n'a pas été un accident, mais un meurtre maquillé. Un soir, alors qu'il dîne dans une grande salle à manger décorée de portraits anciens, Madame Lemoine se livre à lui avec une sincérité surprenante. Elle lui parle de sa maladie, une affection progressive qui la ronge en silence. Elle a reçu un diagnostic il y a plusieurs mois, mais elle n'a pas voulu que cela soit connu. Le cancer a fait des ravages, et malgré les traitements, elle sait que ses jours sont comptés. Malik, bien qu'il soit encore distant, comprend alors que ce mariage est plus qu'une simple transaction. Madame Lemoine cherche quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'alors, une présence, quelqu'un pour l'accompagner dans ces derniers mois, mais aussi pour l'aider à résoudre ses affaires avant de partir. La solitude la ronge. Elle a perdu son mari, elle n'a pas d'enfant, et ses amis ont tous disparu. Tout ce qui reste est son immense fortune, qui, sans héritier, serait perdue. Madame Lemoine invite Malik à l'une de ses propriétés en dehors de Paris, un vieux château familial dans la campagne. Ce lieu, semblant figé dans le temps, est chargé d'histoire. L'atmosphère est encore plus oppressante que celle du manoir, avec des murs anciens, des escaliers grinçants et des portes qui ne s'ouvrent que difficilement. Elle lui montre quelques objets de famille, des portraits de son mari, et des souvenirs de leur jeunesse. Au détour d'une pièce, Malik tombe sur un coffre scellé. Madame Lemoine l'interrompt immédiatement, visiblement nerveuse. Il découvre qu'elle cache quelque chose dans ce château, quelque chose qui pourrait bien être lié à la disparition de son mari. Un lourd secret semble peser sur cette propriété, mais elle ne veut pas qu'il en sache plus. Malik, en visitant le château de Madame Lemoine, est frappé par le silence pesant qui y règne. Chaque chambre semble figée dans le temps, comme un écho du passé. Les portraits de la famille Lemoine, surtout celui du défunt mari de Madame Lemoine, le regardent sans ciller, et une étrange impression de surveillance pèse sur lui. Tout dans cet endroit semble conçu pour préserver des secrets enfouis. Dans la bibliothèque, alors qu'il feuillette quelques livres poussiéreux, Malik tombe sur une vieille lettre, cachée entre les pages d'un ouvrage sur l'histoire des grandes familles françaises. La lettre, écrite en une écriture soignée, semble être une confession. Elle est signée du nom du mari de Madame Lemoine, mais le contenu est flou et énigmatique. Elle parle d'une trahison, d'un complot qui aurait abouti à un événement tragique, mais les détails sont soigneusement effacés.
Malik, intrigué, tente de lui poser des questions sur le passé de son mari, mais chaque fois, Madame Lemoine change subtilement de sujet. Il commence à se sentir comme un intrus, mais son instinct lui dit que la clé du mystère réside dans ce château. Il décide de mener sa propre enquête en secret. Cette lettre est la première d'une longue série d'indices qui vont le conduire à une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Chapitre 8, une nuit agitée. Malik ne parvient pas à dormir cette nuit-là. Le château est vaste, et il erre dans ses couloirs sombres, cherchant un moyen de percer le secret de Madame Lemoine. Il se souvient de la chambre dans laquelle elle semble garder un coffre en bois verrouillé. Ce coffre l'intrigue profondément, et son esprit se nourrit des possibilités. Qu'est-ce qu'il pourrait bien renfermer? Des documents compromettants? Un indice qui pourrait faire toute la lumière sur la disparition de son mari? Lorsqu'il se glisse discrètement dans la pièce où le coffre est dissimulé, il entend des bruits venant de l'extérieur. Pris de panique, il referme précipitamment la porte du coffre et se cache derrière un rideau. Quelques instants plus tard, un homme vêtu de noir, dont le visage est partiellement masqué, entre discrètement dans la pièce. C'est un homme qu'il n'a jamais vu auparavant, mais il semble connaître le château comme sa poche. Malik observe silencieusement, retenant son souffle. L'homme ouvre le coffre et y insère quelque chose, puis repart sans un mot. Malik reste figé, son cœur battant à tout rompre. Que faisait cet homme ici? Et pourquoi ce coffre semble-t-il être l'objet de tant de mystères? Avant de pouvoir réfléchir davantage, il se précipite vers sa chambre, décidé à confronter Madame Lemoine. Mais dès qu'il y parvient, il est interrompu par un appel urgent concernant la santé de sa mère, ce qui le détourne immédiatement de ses recherches. Au lendemain de la visite au château, Malik se retrouve plus confus que jamais. L'apparition de cet homme mystérieux dans le château, ainsi que l'énigme du coffre, le hante. Il sent que Madame Lemoine cache bien plus que ce qu'elle lui a révélé. Mais comment lui poser des questions sans paraître trop insistant ou accusateur? Comment découvrir ce qui se cache derrière ce mariage qui semble de plus en plus dangereux? Alors qu'il rentre à Paris pour rendre visite à sa mère, il n'a d'autre choix que de mettre temporairement de côté ses préoccupations sur le passé de Madame Lemoine. Mais il garde en tête une vérité qui devient de plus en plus évidente, ce mariage n'est pas simplement une affaire de fortune. C'est une clé qui ouvre des portes vers des mystères bien plus profonds. Au fur et à mesure des jours qui passent, les signes de l'état de santé déclinant de Madame Lemoine deviennent plus évidents. Sa peau pâlit, ses mouvements se font plus lents et lourds. Elle est de plus en plus distante, parfois absorbée par des pensées qui semblent l'aspirer dans un autre monde. Malik comprend que ses jours sont comptés. Elle a beau lui dire qu'elle veut simplement l'aider, il se sent de plus en plus pris dans un jeu dangereux qu'il n'a pas encore compris. Il se remet à fouiller la maison à la recherche d'indices, déterminé à découvrir la vérité. Un après-midi, alors qu'il examine un vieux coffre dans l'atelier de Madame Lemoine, il tombe sur un journal intime caché. Le nom du mari défunt y apparaît fréquemment, mais les pages sont cryptiques, mentionnant une série d'événements et de décisions qui semblent liées à la fortune de la famille Lemoine. Malik continue ses recherches, passant des heures dans les recoins du manoir, en quête de réponses. Un jour, dans le bureau privé de Madame Lemoine, il tombe sur un vieux document scellé. En le dépliant, il découvre qu'il s'agit d'un testament, mais pas n'importe lequel. Ce dernier contient des clauses étranges, stipulant que la fortune de Madame Lemoine ne sera transférée à aucun héritier direct, sauf si un certain nombre de conditions sont remplies. Ce qui frappe Malik, c'est que le testament mentionne une clause concernant une « protection » particulière à un mariage. Mais la condition principale de ce transfert reste floue. Le document n'indique pas ce que l'héritage implique, seulement que l'un des conjoints doit prouver sa loyauté. Qu'est-ce que cela signifie? Malik commence à se demander s'il est effectivement le bénéficiaire de cette fortune, ou s'il est un pion dans un jeu qui le dépasse largement. L'idée que Madame Lemoine puisse avoir manipulé les événements pour l'amener à cet endroit le perturbe. Pourquoi lui? Pourquoi un mariage avec un homme qu'elle connaît si peu? Et pourquoi le forcer à accepter un rôle qu'il ne comprend pas totalement? Alors qu'il réfléchit à tout cela, il se rend compte que ses recherches commencent à éveiller de l'intérêt chez des personnes extérieures. Des silhouettes sombres apparaissent parfois dans le jardin, et certains objets disparaissent mystérieusement de la maison. Il n'est plus seul dans cette quête. D'autres veulent aussi découvrir ce que cache le testament de Madame Lemoine.
Un soir, après avoir trouvé une nouvelle piste dans le testament, Malik décide de confronter Madame Lemoine. Il l'aborde avec une question simple, « Qu'est-ce que vous me cachez ?» Au début, elle semble déstabilisée, puis se ressaisit rapidement. Elle lui avoue, enfin, qu'il existe un héritage secret, mais que ce dernier doit être gagné par celui qui réussira à prouver sa loyauté envers la famille Lemoine. Mais cette loyauté ne se mesure pas uniquement en argent. Il doit résoudre un mystère familial ancien, un mystère qui est lié à la disparition de son mari. Les mots de Madame Lemoine se font plus confus et chaotiques, et elle semble perdue dans ses pensées. Elle lui parle de trahison, de fausses alliances, et des personnes qui se sont battues pour ce trésor pendant des années. Mais elle ne lui révèle pas tout. Pas encore. Au fur et à mesure que la pression monte, Malik se rend compte qu'il est de plus en plus lié à l'histoire de la famille Lemoine, mais il reste déterminé à ne pas devenir une simple marionnette. Ces découvertes le poussent à prendre des décisions difficiles et à confronter les personnes qui l'entourent. Chaque réponse semble en appeler d'autres questions, et l'ombre du passé pèse de plus en plus lourd sur lui. À ce stade, il est clair que sa vie va changer à jamais. Que ce mariage, loin d'être une simple formalité, est un piège complexe et insidieux, une pièce d'un jeu qui pourrait bien le conduire vers un destin qu'il n'a pas choisi. Après la confrontation avec Madame Lemoine, Malik se rend compte qu'il est maintenant trop impliqué dans cette affaire pour en sortir indemne. Le mystère du coffre et les indices qui s'accumulent le poussent à chercher une vérité encore plus cachée, une vérité que même Madame Lemoine semble vouloir dissimuler. Une nuit, alors qu'il déambule dans les jardins du manoir, Malik aperçoit à nouveau l'homme masqué, celui qu'il avait vu dans le château quelques jours auparavant. Il le suit discrètement à distance, jusqu'à un petit pavillon isolé au fond du parc. Là, l'homme s'arrête, et Malik entend des voix. Il s'approche lentement, caché dans l'ombre, il écoute la conversation. L'homme masqué parle à une voix rauque, d'un ton menaçant. Ils échangent des informations sur l'héritage, mais surtout sur le fait que la dernière condition pour en hériter est un test de loyauté absolue. L'homme mentionne le fait que Malik devra choisir un camp dans cette guerre cachée entre deux factions rivales qui convoitent l'héritage de la famille Lemoine. Ce test final n'a rien à voir avec des documents ou des preuves légales, mais avec un acte décisif qu'il devra accomplir, un acte qui déterminera s'il mérite ou non la fortune. Malik n'en apprend pas plus avant que l'homme ne disparaisse dans la nuit, mais il est certain que l'affaire est plus compliquée et dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Malik décide de rendre visite à un ancien ami de Madame Lemoine, un vieil avocat qui a servi la famille pendant de nombreuses années. Il espère que cet homme saura lui donner plus de lumière sur les secrets de la famille et sur les raisons de la disparition du mari. Après quelques hésitations, le vieil avocat accepte de le rencontrer dans un café discret, à l'écart des regards curieux. L'avocat, Monsieur Delacroix, est un homme âgé, marqué par les années de service auprès de la famille Lemoine. Lorsqu'il évoque le mari disparu, il devient très nerveux, comme s'il redoutait les conséquences de ses paroles. Toutefois, après quelques verres, il finit par confier à Malik une vérité choquante. Le mari de Madame Lemoine, avant de disparaître, avait fait une découverte qui allait bouleverser l'histoire de sa famille. Il avait trouvé une série de documents liés à des activités secrètes menées par certains membres influents de la société, dont les actions compromettaient non seulement la fortune, mais aussi la sécurité de la famille Lemoine. Les documents étaient cachés quelque part dans la maison, mais le mari avait compris qu'il ne pouvait pas les révéler sans mettre sa vie en danger. Il avait pris la décision de les dissimuler, et peu de temps après, il a disparu sans laisser de traces. Monsieur Delacroix ajoute que Madame Lemoine, bien qu'elle soit la veuve légitime, pourrait en réalité être liée à cette disparition, non pas en tant qu'instigatrice, mais en tant que victime d'une machination qu'elle n'avait pas vue venir. Malik sort du café en proie au doute. Que cache vraiment Madame Lemoine ? Et que signifient ces documents mystérieux qu'elle semble vouloir garder à tout prix ? Alors que les révélations continuent de se multiplier, Malik commence à être accablé par la tension de tout ce qu'il a appris. Mais une nuit, alors qu'il se prépare à une confrontation finale avec Madame Lemoine, un événement inattendu survient. Madame Lemoine, visiblement affaiblie, l'appelle dans son bureau. Quand il entre, elle le fixe longuement, comme si elle essayait de lire ses pensées. Puis elle lui dévoile, dans une voix brisée, la vérité qu'elle a longtemps cachée. Elle lui explique que son mari n'est pas mort dans un accident. Il a été tué,
assassiné par ceux à qui il avait promis de vendre les informations qu'il avait découvertes. Mais ce n'est pas tout. Madame Lemoine, au fil des années, a reçu des menaces pour la forcer à vendre la fortune familiale à un consortium d'hommes d'affaires corrompus. Il cherchait à contrôler le patrimoine de la famille, mais elle s'y est toujours opposée. Pour se protéger, elle a trouvé une solution, elle a épousé Malik, non seulement pour l'aider à surmonter ses difficultés financières, mais aussi pour l'amener dans le cercle de ceux qui pouvaient l'aider à se venger et à mettre un terme à cette guerre invisible. Elle lève alors une lettre du mari décédé, qui révèle tout. Malik comprend que son rôle dans ce mariage n'est pas seulement de protéger sa famille, mais aussi d'accomplir une mission bien plus dangereuse et complexe. Il doit non seulement faire face aux ennemis de la famille Lemoine, mais aussi naviguer entre ses propres principes et la quête de vengeance qui commence à le consumer. À peine quelques jours après cette confession, Malik reçoit une visite inattendue. Un homme d'affaires puissant, accompagné de quelques gardes du corps, se présente à la porte du manoir. Il se fait appeler Monsieur Vasseur et propose une rencontre privée avec Malik. Vasseur lui explique que la famille Lemoine, depuis la disparition de son mari, a été plongée dans une guerre de succession. Il révèle que le consortium auquel il appartient a plusieurs parts dans les entreprises liées à la fortune de la famille. Cependant, pour que le processus de fusion et de prise de contrôle se fasse sans heurts, ils ont besoin de la signature de Malik. Mais cette signature viendrait avec une condition, il devra renoncer à toute forme de vengeance et de justice vis-à-vis de ceux qui ont assassiné son beau-père. Vasseur semble sûr de lui, convaincu que Malik acceptera cette offre. Mais ce dernier, maintenant plus déterminé que jamais, refuse. Il commence à comprendre que chaque geste qu'il fait, chaque décision qu'il prend, le mène inexorablement vers une confrontation avec des forces qui dépassent largement sa compréhension initiale. Alors que Malik se sent de plus en plus impliqué dans cette guerre, il découvre une trahison de la part de l'un de ses alliés les plus proches. Monsieur Delacroix, l'avocat qui lui avait parlé des secrets de la famille Lemoine, est en réalité un agent double, travaillant en étroite collaboration avec le consortium. Malik se rend compte qu'il a été manipulé depuis le début, utilisé comme pion dans un jeu complexe de pouvoir et de survie. Cette découverte le secoue profondément. Mais, malgré cette trahison, Malik reste plus déterminé que jamais à découvrir la vérité, à venger la mort du mari de Madame Lemoine, et à protéger sa famille des griffes de ceux qui cherchent à détruire tout ce qu'ils ont construit. Au sommet de cette spirale de mensonges, de trahison et de manipulation, Malik se trouve face à un choix décisif, continuer à se battre contre des ennemis invisibles qui contrôlent les fils de ce grand échiquier ou abandonner et retourner à une vie plus simple, loin de toute cette violence et de ces intrigues. Le temps presse, et chaque jour qui passe le rapproche un peu plus du moment où il devra faire son choix. À ce stade, il ne peut plus reculer. L'intrigue s'intensifie, les mystères s'épaississent, et Malik se trouve de plus en plus pris dans un tourbillon qui le dépasse. Mais il est prêt à aller jusqu'au bout, quitte à perdre une partie de lui-même en chemin. Son combat pour la justice et la vérité ne fait que commencer. Abonnez-vous pour la partie 2.